Bonjour à tous, bienvenue sur notre table ronde avec comme sujet les jeux vidéo, la nouvelle tendance des marques de luxe. Vous en avez déjà sûrement entendu parler, les marques de luxe s'invitent depuis déjà quelques années dans l'univers des jeux vidéo, avec les collaborations les plus connues comme Louis Vuitton et League of Champions ou Longchamp et Pokémon Go, comme vous venez voir sur la vidéo. Des collaborations totalement étonnantes, je pense qu'on est tous un peu surpris de voir ces deux mondes converger, donc c'est d'ailleurs ce qui va être au cœur de notre sujet aujourd'hui. Donc pourquoi cette association entre ces deux univers que tout oppose ? Nous allons donc demander à nos experts ici présents ce qu'ils pensent de cette tendance, si elle est considérée comme un effet de mode ou au contraire avec un réel potentiel d'avenir pour ces deux industries. Alors je me tourne vers nos professionnels que l'on remercie grandement d'être avec nous aujourd'hui. Je vais leur demander de se présenter. Nous allons commencer par Mathieu Fourmont, expert en e-sport. Bonjour à tous, Mathieu Fourmont, donc je suis vice-président de l'association Unima Gaming, qui est une association qui est spécialisée sur le marché mobile. Nous sommes présents sur les jeux Brawl Stars, Clash Royale, Code mobile ainsi que Wild Rift prochainement. On est une jeune association qui a été créée en octobre 2019. Et donc on situe les équipes par tiers. Tiers 1, c'est la première division. On correspond un petit peu au tiers 2 actuellement sur le marché mobile. Merci beaucoup, Mathieu. Nous avons également avec nous Ramata Kamara, attachée de presse pour une marque de luxe. Ramata, je te laisse te présenter. Donc, bonjour à tous, je suis Ramata, j'ai 25 ans et je suis en Master 2 en marketing et communication dans le luxe et suis actuellement en alternance chez la marque Drôle de Monsieur en tant qu'attachée de presse et communication. Voilà. Merci beaucoup, Ramata. Nous avons aussi Jean-Baptiste Godino, spécialiste en jeux vidéo. Jean-Baptiste, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Écoutez, moi je travaille chez Gameloft depuis 14 ans. Donc, Gameloft est un des leaders historiques du jeu mobile avec à son actif un certain nombre de jeux tels que vous connaissez peut-être Asphalt, Moi Moche et Méchant, Disney Magic Kingdom, un certain nombre de jeux disponibles sur les plateformes mobiles, que ce soit smartphone ou plus anciennement ce qu'on appelait les feature phones. Et depuis 2014 précisément, Gameloft s'est positionné auprès des marques dans un premier temps pour proposer son inventaire, l'inventaire mobile disponible dans les jeux à des fins publicitaires. Donc c'est diffuser un message, diffuser une campagne auprès des gamers, auprès de ces audiences. Et plus récemment, on se positionne aussi en tant que sur des sujets de gamification, sur des sujets de création d'apps gamifiées pour le compte de marques, dans le cadre de briefs stratégiques qu'on peut recevoir des fois des marques qui démontrent un appétit grandissant. Les marques ont elles-mêmes un appétit grandissant pour le secteur du gaming, sur l'aspect médiatisation, mais sur l'aspect aussi création de contenu, les recettes que les gaming publishers peuvent avoir sur comment engager les gens, comment retenir les gens, le développement de la rétention, toutes les notions de rétention, d'acquisition qui sont centrales dans notre core business, donc la création de jeux, intéressent les marques aujourd'hui dans le cadre des transformations digitales qu'elles peuvent avoir. Voilà. Merci et moi, je suis donc beaucoup, directeur commercial de la partie Gameloft for Brands, qui est l'entité en charge de tous ces partenariats de marques. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Alors, notre table ronde va se dérouler en thématique. Ils seront animés par nos journalistes Mohamed Kortaya et Johanna Cabaret. Vous aurez la possibilité de poser des questions directement dans le chat.
C'est Dounia Cortaya qui va récupérer toutes vos questions et les poser directement à nos speakers entre chaque thématique. Donc, Johanna, Mohamed, je vous laisse la main pour débuter le débat. Bonjour à tous. Pour introduire notre sujet, nous allons tout simplement commencer par le commencement, à savoir la genèse de cette collaboration entre le secteur du luxe et du jeu vidéo. Nous savons que le luxe est apparu bien avant le confinement dans les jeux vidéo, mais que celui-ci a accéléré la digitalisation de toutes les entreprises et notamment celle du luxe. On va donner quelques chiffres. Le confinement a eu un impact réel sur le marché du jeu vidéo avec une hausse de 11,3% en 2020. Et lors de ce même confinement, il faut savoir que le temps de jeu hebdomadaire a augmenté de 1h20, soit un total de 10h20 par semaine au lieu de 9h. En plus, d'après une étude qu'on a menée, il s'avère que les jeux vidéo, en fait, ont été une sorte d'échappatoire qui a permis aux gamers de sortir de ce contexte qui est le Covid-19. Et donc, la plupart des Français se sont tournés vers ces jeux en ligne afin de maintenir, en fait, une vie sociale et rompre l'isolement qui a été un facteur très mal vécu par la majorité des personnes qui ont été confinées. Avant ça, je vous propose quand même de visionner un petit témoignage et ensuite on poursuivra ensemble juste après. J'ai gardé un peu de temps parce que nous allons parler des jeux vidéo. Oui. Alors là, pendant le confinement, ça a été l'âge d'or du jeu vidéo. On se console sur sa console. C'est l'âge d'or. On se console. Ah bravo, ça. T'as vu ça? On se console sur sa console. Ça, je retiens. Bah oui. Les jeux vidéo champions du confinement. Les Français ont passé plus de temps que jamais sur leurs consoles, leurs ordinateurs, leurs smartphones et notamment sur Fortnite. Fortnite, qui compte désormais 350 millions de joueurs à travers le monde. C'est complètement fou, là, les chiffres. 7 milliards et demi d'habitants, 350 millions qui jouent à Fortnite. Ouais, c'est les chiffres qui ont été donnés par l'éditeur du jeu. Alors il donne un autre chiffre. Là, pendant le confinement, pendant le mois d'avril, les joueurs ont passé plus de 3 milliards d'heures à l'intérieur du jeu Fortnite. Et quand vous discutez avec les opérateurs, avec ceux qui gèrent les réseaux, ils vous disent c'est en ce moment, c'est l'application qui tire le plus sur les réseaux. Vous avez Netflix en numéro 1. Fortnite derrière, et c'est même devant les sites pour adultes. C'est pour vous dire à quel point c'est populaire pendant le confinement. D'après cet extrait de RMC, il semblerait que le gaming est l'un des rares secteurs qui soit renforcé par l'épisode de confinement. Et donc, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est pensez-vous que cette tendance va perdurer dans le temps? Parce qu'on pourrait penser, en fait, que pour certaines personnes, ils vont s'enfermer par habitude dans un monde virtuel, parce que je rappelle que ça fait plus d'1 an qu'on est dans cette situation de confinement et nous ne savons toujours pas quand est-ce que ça va être terminé. Et ces personnes-là, est-ce qu'elles finiraient pas par privilégier les contacts en ligne plutôt qu'un restaurant entre amis ou boire un verre en terrasse, par exemple? Alors, je veux bien entamer. Je pense que la tendance du confinement, elle a fait que c'est venu confirmer quelque chose qui était déjà là. Le jeu vidéo, depuis plusieurs années, c'est le secteur. Si vous prenez toutes les industries de l'entertainment confondues, que ce soit le cinéma, la musique, le cinéma au sens large, VOD plus les entrées ciné, le chiffre d'affaires du cinéma en salle, le jeu vidéo confondu mobile, console, c'est l'industrie d'entertainment numéro 1 depuis plusieurs années déjà, notamment grâce à l'explosion du jeu mobile et des microtransactions et du chiffre d'affaires généré par 1 milliard de téléchargements par semaine sur les stores. Donc en fait, le confinement est venu juste mettre sur les radars cette industrie qui a longtemps été, en tout cas je parle radar des marques, qui a longtemps été enfermé dans un stéréotype, le stéréotype du gamer qui a moins de 16 ans, qui passe ses journées, etc. Et donc qui a pas tellement une valeur aux yeux des marketeurs. Aujourd'hui, le confinement a agi comme un révélateur. Alors certes, il y a un usage plus élevé, on le constate, on l'a constaté chez Gameloft et tout le monde l'a constaté que oui, les gens avaient plus de temps, oui, il y avait un vrai intérêt pour maintenir une forme de lien social, il y avait un vrai intérêt de divertissement, tout simplement, mais c'est pas quelque chose qui va passer, clairement. Donc c'est clairement quelque chose qu'on a anticipé depuis quelques années et qui est là pour rester.
Et le confinement, confinement, pas confinement, les gens continueront à jouer aux jeux vidéo après le confinement. Voilà. Est-ce que du coup, ça pourrait prendre la place justement de tout ce qui est restaurant, tout ce qui va être activité extérieure pour rallier les personnes? Alors, je ne sais pas si je continue ou peut-être Rama ou Guillaume ou Mathieu, pardon, voulait ajouter quelque chose. Non, je pense, ça, je suis incapable de vous dire. Non, je pense qu'on a tous envie de retourner au resto, même si on joue aux jeux vidéo. Je pense qu'on a tous envie de retrouver des interactions réelles. Après, oui, est-ce que ça va à la marge changer des comportements? En tout cas, ça va prendre du temps qu'on retrouver une vie normale, ça va prendre du temps. Donc forcément, il y a un effet de vase communicante qui va s'opérer un petit peu, mais globalement, dans les grandes masses, le jeu vidéo est là pour rester. Il y a de la place pour les restaurants aussi. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Godino. Nous, on le voit, on est vraiment avec les utilisateurs. On a une communauté de 2000 joueurs. L'utilisation a été bien plus intense, par exemple, à partir du premier confinement. Par contre, il y a des habitudes, passé les mois de juin, juillet, août, où les joueurs jouent beaucoup moins. Ça restera, cette tendance-là. Le jeu vidéo, de manière générale, est un marché qui a une croissance importante depuis plusieurs années. L'avantage de cette situation sanitaire, c'est que effectivement, ça a légitimé les avantages et les bienfaits du jeu vidéo, puisqu'on garde du lien social. Nous, avec le e-sport par exemple, on a pu recréer un petit peu cette image du club de foot, par exemple, c'est ce qu'on cherche à faire du lien social. On a des équipes académiques, donc on fait découvrir ce sport-là. Et je pense qu'en fait, ça permet juste d'accélérer. On a gagné peut-être un an ou 2 ans en termes de développement. Mais la tendance reste la même et ne va pas s'effondrer. Je pense que les clubs de foot, par exemple, vont avoir du mal à remonter la pente suite à cette conjoncture-là. Au contraire, les clubs e-sport, eux, vont se développer et les parents, en fait, vont comprendre que c'est un avantage pour leurs enfants et pour les utilisateurs. Je suis d'accord avec Jean-Baptiste et Mathieu. L'univers du jeu vidéo était déjà en grande explosion bien avant le confinement. Et on va dire que c'est juste, c'est vraiment une confirmation de ce qui était déjà présent. Moi-même qui joue aux jeux vidéo, qui passe vraiment beaucoup de temps dessus, le confinement m'a juste permis d'avoir plus de temps pour pouvoir y jouer encore plus. Mais j'y jouais déjà de manière... j'y jouais déjà beaucoup bien avant ce confinement. Et l'explosion de l'univers du jeu vidéo pendant le confinement, c'est juste une partie des personnes qui y jouaient déjà et qui ont juste eu beaucoup plus de temps du coup pour passer encore plus de temps sur les plateformes de jeux vidéo. Voilà. D'accord. Et donc, pour revenir un petit peu sur le monde du luxe, on aimerait savoir comment est-ce que le secteur de la mode est-il devenu un des marchés les plus dominants au cœur du jeu vidéo. Par exemple, on retrouve d'autres secteurs comme la banque et assurance, l'alimentaire et l'automobile. Mais comment est-ce que le luxe a su se faire sa place dans ce monde-là, tandis qu'il y a d'autres qui peuvent se faire une place plus facilement que le luxe? Avant moi, il y a déjà eu des partenariats, on va dire. Par exemple, à l'époque, il y avait eu Moschino et une autre marque, j'ai plus le nom, qui avait proposer des articles dans les Sims, par exemple. Et c'est vrai que ce sont deux univers en totale opposition. Et j'ai été moi-même surprise en voyant plusieurs partenariats comme Louis Vuitton ou Burberry, je crois que c'est cette marque qui avait fait un défilé sur Twitch, qui avait fait proposer son défilé sur Twitch. Mais on peut personnaliser beaucoup de ces personnages sur plusieurs jeux vidéo. Et le luxe qui crée des vêtements, des pièces, tout ça, je pense que c'était vraiment la manière la plus facile, on va dire, pour le luxe de s'incorporer dans cet univers-là. Et ce qui a plutôt bien marché au final, c'était une bonne idée. Et je pense que c'est vraiment ce fait de pouvoir personnaliser ces persos, tout ça, qui a fait que le luxe ait pu aussi facilement s'introduire dans l'univers du jeu vidéo, selon moi.
Par rapport au luxe, en fait, effectivement, là où je rejoins Rama, c'est vraiment que c'est pas nécessairement l'industrie auquel on va penser en premier en termes d'intérêt à préempter le gaming ou à s'insérer dans l'écosystème. Maintenant, je pense que faut bien voir que les marques de luxe sont des marques qui sont surstaffées en marketing, qui ont les meilleurs, la crème de la crème, on va dire vraiment, qui ont une réflexion marketing de long terme. En tout cas, je pense à des boîtes comme LVMH ont des visions de très long terme et ont prise avec la réalité où sont les audiences aujourd'hui, etc. Donc je pense qu'ils sont pas idiots, ils ont bien compris où étaient les audiences du futur, parce qu'en fait, c'est un renouvellement, faut bien penser qu'il y a un renouvellement générationnel du côté audience, qu'il y a un renouvellement générationnel au côté décisionnaire, côté marque. C'est une des choses principales, et donc je parle à une audience de futurs décisionnaires dans le marketing. Je pense que pour vous, quand vous serez directeur marketing de telle ou telle boîte, ça sera évident. C'est pas évident aujourd'hui pour les directions marketing où il y a des gens qui ont 50 ans ou plus de franchir ce cap, de se dire voilà, ok, effectivement, il faut que je remette en question ma vision du monde sur où sont les audiences et comment les engager. Donc ça, c'est le point 1, et je pense que les marques de luxe sont là-dessus très au point pour beaucoup. Et que du coup, comment préempter, et plus on est gros et plus les enjeux sont énormes. Donc quand Louis Vuitton va vouloir rentrer dans le luxe, ils vont aller directement League of Legends, on va sponsoriser voilà, parce que Louis Vuitton se serait pas satisfait de moins. Moi, mon interprétation par exemple sur Louis Vuitton, il y a plusieurs choses. Donc effectivement, il faut revenir dans la vie quotidienne des gens. Les gens ne feuillettent plus de magazines, en tout cas les jeunes générations, c'est assez rare. On va dire que les parts de marché chez les jeunes des magazines ou des médias traditionnels préemptés par le luxe, ça s'effrite. Hein. Donc il faut revenir dans la vie des gens. Comment on revient dans la vie des gens ? On revient aujourd'hui dans la vie des jeunes via le jeu vidéo. Donc ça, c'est clair. Et quand on est Louis Vuitton, il y a un double intérêt, donc il y a ça, et il faut bien voir la dimension géographique des choses, c'est que je pense que Louis Vuitton, moi, ma première réaction à titre personnel, quand j'ai vu ça, l'annonce de ce partenariat, de ce sponsoring, c'est clairement c'était l'Asie aussi, il s'adressait à l'Asie. Dans ce partenariat-là, c'est parce qu'on sait très bien, League of Legends, l'e-sport en général vient essentiellement d'Asie, de Corée, de Chine, et enfin c'est des marchés énormes sur lesquels Louis Vuitton a énormément on le sait très bien, a des enjeux énormes. Donc là, il s'adressait en premier lieu je pense à une audience plus asiatique, mais derrière, donc c'est vraiment revenir dans la vie des gens. Donc là-dessus, être présent dans la vie de leur cible, et ça s'est manifesté via de multiples partenariats et après de multiples partenariats. Alors on a Animal Crossing, on a Fortnite, on a League of Legends, et c'est beaucoup et on a des opérations aussi standalone, c'est-à-dire en gros une marque comme Balenciaga qui lance un jeu pour présenter sa collection automne 2021, il me semble. Alors voilà, c'est un statement, c'est un statement très fort de la part d'une marque de dire voilà, nous on veut revenir devant les audiences de demain, nos clients de demain, peut-être pas nos clients d'aujourd'hui, mais au moins nos clients de demain, en adoptant leur code, vraiment. L'industrie du luxe, même si c'est un marché de niche, ont une stratégie de communication grand public, et justement ils ont beaucoup de mal à atteindre leur cible jeune via des canaux normaux. Et donc, le fait de passer sur des partenariats avec des équipes e-sport ou avec des jeux vidéo, par exemple le partenariat entre Fnatic, qui est une des plus grosses structures américaines, et Gucci, avec la création d'une montre et d'un jeu vidéo en parallèle, a permis justement d'atteindre la fanbase de Fnatic et
et c'est quelque chose qu'ils n'auraient pas pu faire, notamment par exemple avec des affiches publicitaires. Il y a un taux d'engagement sur ce marché du gaming qui est bien plus important que sur du papier, de l'impression ou même de la télévision. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a un taux d'engagement qui est très important. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont pu dire les interlocuteurs, étant donné que le marché du luxe est déjà présent sur la plupart des écrans, télévision, magazines, c'est tout à fait logique qu'ils s'implantent sur les jeux vidéo en premier. C'est toujours en avance. Donc, le taux d'engagement pour vous, il est tellement élevé que est-ce que vous pensez que n'importe quelle marque peut réaliser ce type de partenariat ou est-ce que c'est dédié uniquement à certains types de marchés ou d'entreprises? Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, une entreprise qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo peut rentrer dans ce type de partenariat sans pour autant faire fuir ses clients principaux, enfin sa cible principale. C'est tout le travail qu'a fait le confinement, désolé de vous couper, c'est que ça a légitimisé en fait ce marché-là. Donc on peut diversifier le portefeuille client, par exemple pour nous, pour une équipe e-sport, on peut diversifier ce portefeuille client, puisqu'on a gagné de la légitimité auprès des sponsors éventuels. Donc aucun souci de ce côté-là. Oui, je suis assez d'accord. Effectivement, il y a assez peu d'industries ou de secteurs qui. Après, il faut avoir un intérêt essentiellement B2C, mais même le B2B peut avoir un intérêt à regarder le gaming et à explorer ce qui est possible dans le gaming. Maintenant, ce qu'il faut voir. Ce que je disais, donc, c'est revenir dans la vie des gens, revenir dans le paysage des générations millennials ou Gen Z. C'est hyper important. Pour, dans le futur, peut-être leur vendre des produits, ça c'est clair, mais c'est aussi aujourd'hui ce qu'on attend d'une marque, c'est plus que simplement les produits, c'est de se positionner sur des thématiques, ce qu'on appelle du purpose, des thématiques générales, quels sont les bénéfices sociétaux, collectifs, au même titre qu'individuels, une marque apporte, donc quels sont les bénéfices qu'elles apportent à la communauté, à la collectivité. Donc toutes les marques sont sommées de se positionner sur des sujets, donc c'est pour ça aussi qu'on voit l'importance que prennent les départements RSE, les stratégies RSE des marques, et le gaming est aussi là pour préempter des sujets. Donc voilà, ça ne va pas simplement pour vous vendre plus de maquillage ou plus de sacs, mais c'est aussi pour se positionner sur des causes et faire passer des messages en lien avec la marque, sur lequel la marque veut exister. Et ça, le gaming, c'est aussi un moyen, parce que il faut bien penser, toute marque peut aller dans le gaming. Grosso modo, il n'y a pas de limite, j'en vois pas fondamentale de grosses barrières, à partir du moment où ça a un peu de sens et que c'est contextuellement pertinent. Mais après, il faut bien prendre en compte la réaction et la perception des gamers. Donc, le gamer c'est pas comme l'audimat de télé, etc. Le gamer va pas tout accepter non plus, donc ça peut aussi avoir des retours, ça peut créer des retours, ça peut être nuisible, nocif à la marque, donc il faut aussi le faire subtilement, il faut se faire accompagner, faut pas faire ça comme ça parce que tout d'un coup on a réalisé qu'il y avait des milliards de personnes qui jouaient à tel jeu, je vais mettre un billboard dans ce jeu et puis ça va être génial. C'est un peu plus subtil que ça, il faut être un peu plus fin, mais je ne sais plus où je voulais en venir avec ça, mais en gros, il faut je ne sais plus où je voulais en venir avec ça, excusez-moi. Mais en gros, c'est important de faire ça bien, qu'il n'y a pas de limite et que excusez-moi, ça va me revenir, je reviens, mais je vous ai saisi l'ensemble du message, qu'il n'y a pas fondamentalement de limite à partir du moment où on prend en compte les attentes du gamer aussi. N'hésitez pas à revenir vers nous quand ça va vous revenir, il n'y a pas de problème avec ça.
Avant de poursuivre, tout d'abord, je voulais vous remercier tous les trois, Rama, Jean-Baptiste et Maxime, pour les réponses que vous avez apportées. Maintenant, j'aimerais voir avec Dounia si nous avons des questions dans le chat. Alors oui, du coup, on a quelques questions. Donc la première, c'est donc est-ce que le luxe s'intéresse justement aux jeux vidéo parce que c'est un phénomène de mode ou est-ce que vous pensez que cette alliance justement perdurera dans le temps? Je pense que c'est une alliance qui perdurera dans le temps parce que voilà, les partenariats avec les jeux vidéo n'ont pas commencé au moment du confinement. Il y en a eu beaucoup à partir du confinement, mais il y en a eu aussi avant. C'est juste que là, on les a vraiment beaucoup mis en avant. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui perdurera. Peut-être qu'il n'y en aura pas autant dans le futur, mais je pense que c'est des partenariats qui vont quand même se renouveler, se répéter, parce que voilà, le jeu vidéo, c'est vraiment un secteur qui continue de grandir, de vraiment prendre de la place. On parle de plus en plus de e-gaming, donc je pense vraiment que ce n'est pas juste un effet de mode, voilà. D'après vous, est-ce qu'ils ciblent la même cible justement? Parce qu'on peut se poser cette question-là. Justement, selon moi, c'est vraiment à travers les jeux vidéo qui vont réussir à atteindre une cible qu'à l'origine, ils n'arrivaient vraiment pas à toucher. Et voilà, la cible lambda que les grandes marques de luxe touchent ne sont pas vraiment ceux dans le jeu vidéo. Et voilà, pour moi, ils essaient vraiment de toucher cette nouvelle cible en passant justement par les jeux vidéo. Voilà. D'accord. Okay, très bien. Totalement différentes pour moi. D'accord. Et on a une troisième question. Est-ce que selon vous, du coup, tous les jeux vidéo peuvent-ils être compatibles avec le luxe? Alors, moi, non. Alors, c'est pas nécessairement un non catégorique, mais disons que il y a des marques les marques en général ont certaines guidelines à respecter quand même, et que, alors je ne vais pas prendre un exemple du luxe, mais des exemples de la grande conso vont avoir quand même beaucoup de mal à vouloir, qui sont aussi intéressés à préempter le gaming et à explorer ce qui est possible. Bon, voilà, faut quand même. On peut pas se battre contre le contenu toxique sur les réseaux sociaux et donc se retrouver au milieu de contenus violents et aller dans Fortnite. Voilà. Enfin, Fortnite va quand même toujours buter contre un certain nombre de limites sur le caractère violent. L'objectif poursuivi par les gamers par le joueur dans un jeu comme Fortnite. Bon, voilà, on peut, ça dépend vraiment du capital de la marque. Voilà. On peut se permettre d'aller au-delà de ces limites-là parce qu'un jeu peut être violent et on a des jeux, des first-person shooters en catalogue chez Gameloft. On a quand même beaucoup de mal en général à les placer dans des recommandations pour les marques, parce que c'est quand même difficile. Donc tous les jeux ne sont pas compatibles avec les stratégies de marque. Mais après, vous pouvez avoir des marques qui peuvent passer au-dessus de ça, parce que voilà, il y a forcément une distanciation entre la violence réelle et la violence virtuelle d'un jeu vidéo. C'est évident que voilà, il faut savoir pouvoir dissocier les deux, heureusement, et qu'il y a des marques qui sont capables de franchir ce pas, mais la plupart non. Donc il va y avoir quand même tous les jeux ne sont pas compatibles avec toutes les marques, n'iront pas sur tous les jeux. D'accord, très bien. Et est-ce que vous pensez du coup que la demande de la part des marques a augmenté au vu de le fait que ce soit de plus en plus populaire justement les réseaux sociaux? Nous concernant l'e-sport, c'est sûr qu'il y a une demande qui est beaucoup plus importante. Sur notre marché, par exemple, nous avons Clash, qui est une importante structure e-sport en Italie, qui a fait un partenariat notamment avec l'AC Milan. Donc il y a un intérêt qui est de plus en plus fort, et il y a un mix qui commence à se faire en plus entre des grandes sociétés et des clubs de football en fait qui s'unissent pour créer une structure. En Espagne, par exemple, vous avez Movistar qui sont implantés, qui ont leur propre structure.
un peu à la manière d'une équipe cycliste. Et j'ai des échos avec des personnes dans la communication, avec les marques. La demande, en tout cas pour le e-sport, des marques devient beaucoup plus importante parce qu'en fait, un marché important qui est le jeu standard, qui est le sport standard, a beaucoup de difficultés en ce moment et devient beaucoup moins intéressant pour les marques, étant donné qu'il n'y a personne dans les stades. Et donc, ils s'orientent plus sur là où on a de la visibilité actuellement, donc vers le e-sport. Et je pense que ça va continuer. C'est une habitude qui va être prise par les marques et qui va perdurer. D'accord. Bah, merci en tout cas pour vos réponses et je laisse la main à Johanna du coup pour la seconde thématique. Donc maintenant, on va apporter une thématique un peu différente de pourquoi les gamers. Donc je vais commencer en faisant écho à une des questions qui a été posée il y a quelques instants dans le chat, qui fait référence à la qualité de ces collaborations et de ces partenariats. Donc, est-ce qu'on a des retours chiffrés? Est-ce que c'est un objectif de chiffre que de faire ce type de communication, ou tout simplement un moyen de faire le buzz et de se faire connaître? Donc, Ramata, peut-être que vous avez une idée sur la question. Ce sera forcément positif pour la marque, parce que des marques comme Louis Vuitton, Chanel ou autres grandes maisons n'ont pas besoin vraiment de se faire connaître. Voilà, elles sont déjà très connues. C'est plus un moyen d'atteindre justement une nouvelle cible via les jeux vidéo et de pouvoir potentiellement la toucher et que ça fonctionne. C'est plus à mon sens, c'est plus une question de visibilité de cette nouvelle cible qu'un moyen de se faire connaître. Et ça fonctionne pour Louis Vuitton, ça a très bien fonctionné. Voilà, League of Legends, c'est vu par des millions de personnes, donc c'est forcément positif pour une marque. D'accord. Donc, vous parliez justement de l'exemple de League of Legends, je vais le reprendre. C'est Jean-Baptiste tout à l'heure qui nous parlait du fait qu'il n'y a plus de stéréotypes de gamers, etc., mais que ce type de partenariat pouvait susciter des contradictions entre la cible gamer et la cible luxe. Et c'était une des remarques qui était apparue sur Twitter suite à la collaboration entre LVMH et League of Legends, comme quoi les gamers, bien qu'intéressés pour s'offrir les produits proposés par Louis Vuitton, ne pouvaient pas se les permettre. Donc, est-ce que ça peut représenter un frein, voire même un inconvénient à se positionner sur ce type de jeux vidéo? Je ne pense pas personnellement, parce que les marques savent s'adapter en fonction de la cible qu'elles visent. Il y a énormément de marques maintenant qui font des produits pour les millennials, des produits qui sont beaucoup plus abordables. Après, c'est toujours un risque, évidemment. Pour un quelconque partenariat, il y a toujours un risque derrière. Mais voilà, les marques, pour la plupart, savent adapter l'offre produit. Il y a de plus en plus de collections capsules à moindre coût, enfin à moindre prix. Donc, oui, c'est un risque. 100% des personnes visées ne pourront pas évidemment s'offrir les produits, mais voilà, je pense que c'est toujours une bonne chose de pouvoir tenter de viser une autre cible. D'accord, merci Ramata. Et donc là, peut-être une question plus vers Jean-Baptiste et Mathieu. On a vu que les marques se placent dans les jeux vidéo soit par placement de produits, donc avec le logo de la marque présent, comme on l'a beaucoup dans les jeux sportifs et choses comme ça, ou alors carrément avec la virtualisation de produits réels, comme on l'a vu dans les Sims ou dans Animal Crossing encore. Lequel de ces deux projets est le plus percutant auprès des consommateurs? Alors, juste rebondir sur ce que Rama disait juste avant. Je suis tout à fait d'accord. En fait, les marques de luxe font des énormes efforts. Enfin, les marques de luxe ou haut de gamme vont faire des énormes efforts de diversification de gamme qui vont permettre effectivement d'avoir des produits qui s'adressent peut-être à une audience plus large que ce que celle a été traditionnellement. Après, là où je suis pas trop d'accord, c'est que quand on partir du principe qu'une marque comme Chanel ou Vuitton est éternelle et finalement n'a pas besoin de faire de marketing,
parce que le capital de la marque est tel que ça sera toujours connu. Donc en fait, finalement, ils ont pas besoin des investissements dans le gaming ou de ce qu'ils font actuellement. Ça, c'est vrai à court terme, mais je pense qu'à long terme, c'est stratégique pour ces marques-là de rentrer dans le gaming, parce que sur le long terme, une marque, c'est pas éternel. Ça peut s'effriter, ça peut disparaître. Et il y a d'ailleurs chez Vivendi, groupe auquel Gameloft appartient, il y a une initiative assez intéressante qui s'appelle une étude menée chaque année par le groupe sur la pertinence du contenu. Bon, je vous la fais simple, mais en gros, c'est sur la stratégie de content marketing. Voilà, quelle stratégie de content marketing poursuivre pour telle ou telle marque. Et grosso modo, ce qui ressort à chaque année des études, c'est que 70% des marques pourraient disparaître. Les utilisateurs finaux s'en fichent. Okay, donc en fait, ça en dit long sur l'attachement des gens aux marques. Donc il y en a évidemment qui ont un capital très fort, très historique, qui va durer très longtemps, etc. et qui n'ont pas besoin de faire grand chose pour durer. Mais globalement, dans la durée, il faut quand même réfléchir long terme, et surtout quand on peut se le permettre, comme les marques de luxe, avec les niveaux de marge et les budgets consacrés à ça. Et, il faut rester. Donc c'est moins anodin que ça n'en a, c'est moins superficiel que ça n'en a l'air en fait d'aller pour un Louis Vuitton d'aller sur du League of Legends. Maintenant pour la question que tu poses, Johanna, ça va dépendre des objectifs poursuivis. Donc, faire un choix de faire une campagne vidéo sur de la vidéo rewardée, vidéo récompensée, qui est le format roi dans le jeu mobile, c'est ça. Hein, c'est vous obtenez des petites de l'in-game currency, donc de la monnaie virtuelle du jeu en l'échange d'une vidéo. Vous regardez une vidéo et vous êtes récompensé dans le jeu. Ça va répondre à des stratégies ou à des tactiques marketing différentes de si vous voulez aller nativement, organiquement dans un jeu, placer un élément, placer votre marque de maquillage pour pouvoir vraiment customiser, personnaliser votre avatar dans un jeu, etc. Ça va vraiment, c'est des choix qu'il faut faire de manière opérationnelle selon les objectifs que vous poursuivez. Et là-dessus, on travaille, je pense que toute l'industrie travaille à essayer de rationaliser ses choix. C'est pas évident, c'est effectivement aujourd'hui quand vous avez une marque, il y a beaucoup de marques, comme on l'a dit là, qui ont besoin d'aller dans le gaming, il faut y aller, mais ils savent pas comment. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent en retirer. Ils savent ce qu'ils peuvent retirer d'une campagne télé à 300 GRP, ils savent ce qu'ils peuvent retirer d'une campagne de mettre 1 million d'euros sur YouTube ou sur. Ils savent pas ce qu'ils peuvent retirer d'une campagne e-sport, d'être sponsor d'une. Et ça, c'est un gros travail. Je pense que c'est un gros travail qui nous attend tous collégialement dans le monde du jeu vidéo, c'est d'arriver à structurer et à offrir un cadre de lecture aux marques. Pour rationaliser leurs choix, leurs investissements, le format à adopter, des choses comme ça. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Oui. D'accord, oui. Étant donné que c'est encore un phénomène assez récent et pas un média traditionnel, on n'a pas encore ce retour suffisant pour savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent, à quel moment, etc. C'est bien ça? On a quelques idées, mais et on a forcément. Après, c'est pas non plus de la microbiologie, hein, mais on a quelques idées quand même sur les performances qu'on peut attendre de telle ou telle activation. Mais clairement, c'est pas aussi documenté, c'est pas aussi. On n'a pas l'historique que peuvent avoir d'autres médias ou d'autres plateformes. D'accord. Et tout à l'heure, vous parliez du fait qu'on n'est plus du tout dans ce stéréotype du gamer qui est adolescent cloîtré dans sa chambre. Et c'est bien vrai puisque des études de 2020 prouvent le contraire. Aujourd'hui, on compte 48% de femmes pour 52% d'hommes. La moyenne d'âge des joueurs réguliers est de 40 ans. Donc voilà, le jeu vidéo s'est beaucoup démocratisé.
Toutefois, est-ce qu'il y a aussi un objectif de viser les jeunes qui représentent quand même un peu plus de 4 millions de joueurs sur du long terme, de toucher ces personnes-là pour que plus tard, quand ils auront le pouvoir d'achat, puissent acheter les produits et avoir un capital sympathique pour les marques présentes dans leurs jeux vidéo? Ah oui, complètement. Ça va tout à fait dans le sens de, je pense que ce que j'ai essayé de dire précédemment, mais peut-être Rama ou Mathieu voulaient ajouter quelque chose. Oui. Par rapport à ce qui avait été dit avant, par exemple, l'intérêt sur les utilisateurs de jeux vidéo pour une marque de luxe, il faut savoir que League of Legends, c'est un jeu e-sport. Et en fait, il y a cette particularité dans le monde du gaming en général. Vous avez les jeux casual, par exemple Candy Crush, ce qui explique que vous avez une part importante de femmes qui ont plus de 40 ans qui prennent les statistiques dans le gaming, ce qui explique les statistiques que vous venez de donner. Le e-sport, ça va être beaucoup plus concentré sur des jeunes, et la part de CSP+, est plus importante aussi. Donc, ça explique l'intérêt, en fait, pour les marques, par exemple, de luxe, d'aller sur des jeux tels que League of Legends ou Fortnite, parce que ça représente, à long terme, des acheteurs potentiels, qui sont dans une situation un petit peu plus avantageuse que d'autres. Donc, je pense que c'est un intérêt à long terme, effectivement. D'accord. Merci Mathieu. Ramata, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette thématique? Enfin, tout a été dit, c'est juste que, voilà, quand je dis que les marques n'ont pas besoin vraiment de se faire de la pub, je pense qu'elles n'en ont pas besoin dans l'univers du jeu vidéo. Elles le font ailleurs, avec les pubs, avec les défilés. Ça aussi, ça sert beaucoup pour leur image. Mais je pense que dans le jeu vidéo, c'est plus une question de visibilité qu'autre chose. Merci Ramata. Et donc, ça clôt le débat sur cette thématique. Dounia, est-ce qu'on a des retours du chat, des questions en particulier? Alors oui, déjà, je tenais à remercier le chat parce qu'on a pas mal de viewers très intéressés par le sujet. Donc, on a pas mal de petites questions, notamment la première, je pense, pour Jean-Baptiste qui a un petit peu abordé le sujet tout à l'heure. Est-ce que les marques donc, ont des retours chiffrés de leurs interventions dans les jeux vidéo pour savoir si ça fonctionne ou pas, justement, leurs actions? Alors, je peux parler au nom de Gameloft, que nous, de toute façon, dès qu'on va fournir un grand nombre de chiffres aux marques qui investissent chez nous, que ce soit dans de la médiatisation traditionnelle via des formats vidéo, display, etc., que des choses plus des publicités jouables, ou que ce soit des événements sur un week-end ou des compétitions plus larges. Donc on couvre à peu près tout ce scope. Et on va toujours s'attacher à fournir des résultats chiffrés. Alors après, le chiffrage, ça va être endémique au jeu. C'est-à-dire, on va pouvoir dire l'activation, Mathieu en parlait plus tôt, l'activation va attirer, à engager telle proportion de notre audience. On va être en mesure de dire combien de temps ils sont restés, est-ce qu'ils ont cliqué, etc., etc. Des choses. Après, on n'est pas, et c'est là, c'était l'essence de ce que je voulais dire avant. C'est aujourd'hui, on n'est pas encore en mesure de dire voilà, et c'est sur un aspect cognitif, émotionnel. Il y a des bribes, il y a des retours, il y a des études qui sont menées par des Accenture, par des KPMG, par des McKinsey pour essayer de donner chair à ça. Mais on ne sait pas encore exactement la stratégie. C'est pour là que je rejoins Rama aussi. Effectivement, il faut être visible là-bas. Pour le moment, c'est ce qu'on n'en a pas fondamentalement besoin, et notamment, on ne peut pas complètement le rationaliser. Mais il faut y aller. Et que du coup, voilà, donc le chiffrage, il va se faire comme un média, on va dire, traditionnel d'un point de vue nombre de views, nombre d'impressions, taux d'engagement, etc. Mais on ne va pas encore pouvoir dire, voilà, enfin, on est capable de faire des brand lift surveys, c'est-à-dire d'essayer de mesurer quelle part d'audience a top of mind, etc. Des choses qui permettent de mesurer le brand recall, un certain nombre de choses qui est-ce que la marque a marqué des points dans l'esprit des gens,
Mais après, avoir l'influence profonde des choses, on suspecte qu'il y a une forte qualité, mais on n'est pas aujourd'hui encore au point où on a rationalisé via des études très précises et scientifiquement menées, méthodologiques, pour pouvoir donner plus cher à l'effet attendu du gaming. Un petit peu évolué. Dounia, je vais prendre le relais, ton micro il bug, c'est pas méchant. Donc la question que Dounia, à laquelle fait référence dans le chat, c'est savoir si la notion de luxe, elle a évolué avec le temps, puisque elle est accessible de plus en plus à une grande partie de la population, notamment grâce à des petits objets tels que les accessoires, etc. Et donc, est-ce que le luxe est assimilé à une qualité ou à une accessibilité surtout si les marques visent les jeux avec un grand public ou un public ciblé? Je pense que la particularité du luxe et le fait que ces marques aient autant duré dans le temps, c'est aussi le fait qu'elles aient pu s'adapter à chaque époque et chaque situation. Donc voilà, quelqu'un qui reste bloqué dans ce avec quoi il a démarré, généralement, ça ne dure pas parce qu'il ne sait pas s'adapter avec les évolutions du temps. Et je ne pense pas que ça puisse nuire à l'image des marques, puisque vraiment, elles vont vraiment s'adapter à ce que le public attend, en fait, je pense. Et Louis Vuitton, ça a très bien fonctionné. Des marques comme Burberry, Chanel ont aussi fait ça. Et voilà, c'est vraiment des marques avec une image très, très luxueuse. Vraiment, on pense très luxe, on pense à ces marques et pourtant, ça n'a pas eu d'impact sur l'image de ces marques. Elles sont vraiment plus adaptées à l'univers du jeu vidéo. Ce qui peut surprendre au vu de, sont vraiment en totale opposition ces deux univers, mais je pense que c'est vraiment le fait qu'elles aient pu s'adapter à cet univers qui fait qu'au final, ça n'ait pas vraiment d'impact sur leur image, au final. D'accord, très bien. On m'entend mieux du coup? Oui. Ok, super. Du coup, merci pour la réponse. Pour une troisième question, du coup, est-ce que les jeux vidéo sont-ils la nouvelle plateforme de promotion pour les marques ou pour les événements? Donc là, on pense au concert Fortnite, par exemple, ou justement à l'exemple qui nous a été donné, les grosses structures de e-sport qui font des partenariats avec les marques comme Adidas, par exemple. Je pense que c'est un nouvel outil de communication qui grandit. Donc, et qui va prendre de plus en plus de place. Donc effectivement, ça sera une des alternatives pour les communicants pour pouvoir toucher de nouvelles cibles. D'autant que les utilisateurs de jeux vidéo de manière générale sont des gens qui regardent très peu la télé, qui lisent peu les journaux. Donc c'est un nouvel outil qui s'offre aux communicants pour pouvoir cibler leur marché et communiquer avec eux. Ouais, puis moi j'ajouterais que il y a quelque chose qui a émergé vraiment à la faveur du confinement, c'est la digitalisation des événements. Et ça, c'est un point clé, je pense. Et c'est plus que donc, on a parlé de l'émergence, voilà, le gaming, nouvel environnement à explorer, ça date pas du confinement. Enfin, on va dire que les audiences gaming, ce qu'on a pu évoquer auparavant, c'est que il y avait des gamers avant le confinement, il y en avait déjà beaucoup. Autant la nécessité, le concept de digital venue, donc c'est-à-dire de salles d'événements virtuelles, ça, c'est venu clairement, l'absence, le manque est venu clairement percuter la réalité depuis l'année dernière. Et, bon, avec toutes les annulations de concerts, tous les séminaires qui sont devenus webinaires, etc. Là, il y a un vrai besoin. Donc, j'invite d'ailleurs la communauté étudiante à explorer ce sujet parce que il y a des opportunités de création d'entreprises et de technologies dans le domaine qui est là pour rester. Là, pour le coup, c'est un changement, c'est un besoin qui a émergé et qui restera parce que ce qui se passera demain, quand toutes les salles de concert ouvriront, quand tous les séminaires, les congrès, pourront se tenir en physique,
ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus besoin de la virtualisation. Au contraire, le fait d'avoir investi dans des moyens de virtualisation des événements va permettre d'étendre l'accessibilité des événements. Et vous pourrez avoir le congrès en présentiel, et une version digitale qui vous permettra d'avoir un reach énorme. Donc ça va rester. Et les jeux vidéo ont clairement un rôle là-dedans, en tant que réservoir d'audience, de pouvoir streamer ou virtualiser un événement en parallèle d'un événement réel. Et ça, c'est clairement quelque chose qui est à explorer et qui est à garder en tête. D'accord, très bien. Et du coup, j'ai une dernière question du chat. C'est comment expliquer que les marques de luxe fuient de plus en plus les moyens de promotion classiques au profit justement du gaming. Donc, est-ce que ce serait peut-être pas pour rajeunir justement leur cible ou l'élargir? Je pense que c'est totalement ça. Grâce aux réseaux sociaux, les millennials et la génération Z prennent de plus en plus de place, ont de plus en plus de pouvoir, on les entend de plus en plus. Et c'est vraiment un moyen, je pense, de toucher cette cible. Et je pense qu'ils ont quand même leur cible de base qu'ils veulent garder, évidemment, mais avec cette nouvelle génération qui sait se faire entendre et de plus en plus demandeuse du luxe, de produits de luxe. C'est aussi un moyen, avec plein d'autres, de les toucher, je ne dirais pas de rajeunir leur cible, mais plus de pouvoir un peu répondre à leurs demandes et à leurs besoins. Voilà. Merci beaucoup, Ramata. C'est l'heure de conclure notre débat. Merci à tous nos intervenants, nos journalistes pour cet échange très riche. On peut donc dire, d'après les réponses de nos experts, que cette collaboration est très bénéfique pour les deux parties. Nous devons donc nous attendre à de nouvelles collaborations jeux vidéo et luxe dans le futur. Donc, merci à vous qui avez suivi le débat et qui avez interagi. On a vu que la communauté Unima était très présente, ce qui prouve bien que la communauté des gamers est une communauté très fidèle et qui confirme aussi la stratégie choisie par les marques de luxe, qui est de se tourner vers cette cible. Donc, merci à tous et très belle journée.